savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. Ça fait pouvoir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre la théorie et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à cet autre magnifique épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois, où est-ce qu'on prend le temps de faire des rencontres, de se déposer, de s'asseoir, de réfléchir, d'échanger, de partager, pour être un petit peu plus armé, prêt, équipé pour se regarrocher dans la fin de mois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Gracielle Sills. Écoute, Gracielle, ça fait 20 ans que tu es dans l'industrie. Mais ton père, Eugène Talbot, a passé près de 40 ans, principalement chez Ford dans l'industrie automobile. Fait qu'on peut dire que ça coule dans tes veines. Tu as une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine bancaire, principalement en finance d'entreprise. Ça te donne un bon avantage de ce que j'ai cru comprendre quand on a échangé. Plus important pour moi, ta grande curiosité, tes centres d'intérêt, pour ne pas dire tes passions. Écoute, les voyages, Disney, le sport, les animaux, la santé mentale, l'ikigai, t'es intrigué par ça, la finance. Ta passion pour les intérêts composés, le milieu universitaire, la pêche, tu lis 2-3 livres par mois, en plus d'apprendre une troisième langue. C'est plein de petits détails qui font que c'était facile d'établir des relations, d'entrer en relation. Ça fait près de 2 ans que tu es associé, fusion et acquisition chez DSMA, la plus importante firme spécialisée M&A au Canada. Dans ton quotidien, tu offres des services de consultation, d'évaluation, la vente, l'acquisition ou la fusion dans le milieu automobile. Mais ce n'est pas pour cette raison-là principalement que tu es mon invité aujourd'hui. Oui, mais on a eu une rencontre dans un événement d'affaires et puis la personne humaine, la rencontre qu'on a eue. Puis là, beau bonus, tu travailles avec DSMA. Mais la personne que tu es, c'est la raison pour laquelle je voulais t'inviter aujourd'hui parce que tu es un peu comme moi, tu es inspiré par cette industrie-là, surtout les gens qui la composent, puis tu as une réelle volonté d'avoir un apport positif dans cette industrie-là. Gracielle, considérez-vous comme salué. Bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir d'être là. Écoute, petite intro comme ça que je voulais, parce que c'est pas tous les gens qui ont eu le privilège de te rencontrer. On va parler de quelques détails aujourd'hui, mais le premier détail que je vais aborder, puis là, on ne s'en va pas du tout dans le vif du sujet, mais écoute, Ikigai, on jasait dernièrement, tu viens de terminer la lecture Ikigai, quelque chose que j'ai déjà lu aussi. Il y a peut-être des gens qui connaissent ça. Je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais peux-tu me vulgariser pour toi, c'est quoi le Ikigai? Ben, moi, ça se résume à une chose, c'est de se lever le matin avec un but, un objectif dans la vie, parce que c'est ce qui fait qu'il nous anime. Puis je pense que quand on aime ce qu'on fait, on n'a jamais besoin de prendre sa retraite. C'est une question de santé, de style de vie, de bien-être, de bonne humeur, de relations sociales. C'est un mix de tout ce que je suis dans la vie. Fait que c'était vraiment une bonne... Ouais. J'ai été bien animée par ça, puis je pense que je vais le relire parce qu'il y a bien du stock. Oui, puis je le recommande à tout le monde. C'est pas, il y a un livre ou un auteur en particulier, parce que c'est vraiment une philosophie dans un sens, un style de vie. Puis je me suis mis l'image de l'espèce de les 4 cercles, puis c'est un peu ce qu'on appelle quand on dit on est sur notre X. Puis pour ceux qui l'ont jamais lu, principalement, il y a 4 affaires. Il y a ce que tu aimes faire, ce que le monde a besoin, ce que tu es bon, ce que tu es doué, puis si tu peux être payé pour le faire. Puis quand tu es au centre de tout ça, quand tu es bon dans quelque chose, tu aimes ce que tu fais, le monde en a besoin, puis ils sont prêts à payer. C'est un peu ça, l'ikigai, c'est être sur son X, l'espèce de vocation, de mission, de raison d'être, d'intention. Moi, je pense que c'est ça qui est la base, parce que être heureux dans son travail, c'est une chose, mais
être investi quasiment d'une mission. Tu as dit d'avoir le goût de se lever à chaque matin, puis c'est pas du travail. Ouais. Moi, je le vis un peu, puis quand on est à notre compte, c'est un peu ça, que ce soit un samedi ou un dimanche, des fois. Puis là, c'est la fin de semaine. Ah, ouais, OK. La séparation des. Travaille tout le temps parce que c'est pas du travail. C'est un peu ton cas. Hein? Je pense que tu es pas mal all-in au niveau du travail. Oui, tout le temps. C'est ta priorité. Ouais. Tu t'investis, les lectures, l'apprentissage, tout ça. Il n'y a pas juste, on va dire comme moi, nos enfants. Hein? Tu as le privilège de dire je suis à 100% dans ma carrière. Je veux savoir concrètement, parce qu'on avait commencé à échanger là-dessus. J'ai été en concessionnaire, je n'ai pas eu le privilège d'être propriétaire. Je n'ai pas eu le privilège d'acheter et de faire des acquisitions de concessions. Mais c'est toujours un domaine qu'on connaît un peu, même si ça fait longtemps qu'on est dans l'industrie, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense que c'est un peu méconnu. Tu sais, si tu pouvais, là, comme dans ton quotidien, concrètement, qu'est-ce que tu fais, Gracielle? Le plus dans mon quotidien, c'est des contacts avec des gens, des suivis, énormément de suivis dans tous mes dossiers parce que tous les dossiers sont différents. Fait que j'ai des discussions, des appels, je parle avec des clients, des acheteurs, des vendeurs, des avocats, des comptables. J'essaie de faire pousser toute la machine dans chaque dossier qui est unique en son genre. Puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels puis de discussions tout au long de ma journée. De coordination, un peu chef d'orchestre, c'est un peu comme ça que je pourrais le voir. Ouais. Parce que là, si je veux, je vais acheter un dealer ou je veux vendre un dealer ou je veux connaître la valeur dans ma tête, c'est un processus, c'est simple, tu fais affaire avec une personne. C'est pas du tout le cas, là. Non. Puis, tu sais, tout part de connaître la valeur, tu sais. Autant pour l'acheteur, veut savoir combien ça vaut que le vendeur, tu sais. Je travaille souvent pour un des deux, mais je parle avec les deux. Donc, la première étape, c'est de savoir combien ça vaut puis de mettre une juste valeur, mais tu sais, c'est aussi le marché qui dicte. Bien là, cette juste valeur-là, c'est l'élément central probablement. Puis, je vais me permettre de faire une métaphore, puis si elle est boiteuse, tu me le dis. Mais dans un concessionnaire, quand il y a un véhicule d'échange d'un client, c'est un peu la même dynamique. Là, tu as un acheteur, un vendeur, tu as un bien qui a une valeur, des fois sentimentale, émotionnelle ou rationnelle. C'est un peu la médiation. Est-ce que dans ton travail, si je comprends bien, c'est oui, faire l'évaluation ou aider, parce que ça doit être assez complexe. Mais après ça, tu as la relation de l'acheteur-vendeur. C'est pas que tu es dans les deux clans, entre guillemets, façon de parler. C'est pour les deux parties, pour faciliter. L'évaluation, c'est le morceau central. Tu peux-tu me donner une idée de quelques points que je ne pourrais pas penser qui vont entrer c'est quoi une bonne évaluation? C'est quoi des critères ou des éléments qui, des fois, peut-être à première vue, on ne pensera pas? Bien, l'évaluation, ça part surtout de l'historique. Tu sais, c'est vraiment différent que quand on met un prix pour aller au marché versus quand on met vraiment l'évaluation de l'entreprise. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a les résultats, mais il y a aussi l'équipe en place, la solidité, l'emplacement, la ville, la marque, tu sais, tout ce qui se passe dans l'économie actuellement. Tu sais, certaines marques vont être plus intéressantes à un certain moment. Fait que, tu sais, il faut vraiment tenir compte de tout ça. C'est seulement avec l'expérience et aussi le fait d'être toujours dans cette industrie niche-là qu'on n'est pas des généralistes, nous autres, on est vraiment des spécialistes. Ouais. On est capable de voir plein de petits éléments que les gens ne voient pas. Puis, on est capable d'analyser les chiffres. Tu sais, on a beaucoup de... C'est pas pour rien que les banquiers sont aussi bons à regarder les chiffres, mais on a vraiment toute une équipe qui fouille à travers tout ça. On pose plein de questions. Puis des fois, les gens me disent « Pourquoi tu me demandes ça? » Parce que si je le sais, je peux bien le démontrer et l'expliquer. Tu sais, fait que il y a beaucoup de choses en ligne de compte. C'est incroyable le nombre de variables. C'est juste comme tu dis, la marque, le manufacturier avec ses cycles. Des fois, un manufacturier, il y a 2 ans, puis aujourd'hui, je peux avoir une grande différence. Géographiquement, hein, location.
tu as la bâtisse des fois, tu as l'immobilier, Ouais. l'historique, la fidélité, la base de clients, l'équipe. C'est-tu 10, 12, 15 ans d'ancienneté dans l'équipe? C'est-tu quelque chose, par exemple, qui va avoir une valeur? Moi, j'ai l'impression que oui, et de plus en plus, mais je repose ma question. J'ai 2 entreprises identiques, même marque. La différence, c'est l'équipe. Il y en a un qui ont 1 ou 2 ans d'ancienneté, ça tourne toujours les employés, puis l'autre, il y a une fidélité ou une rétention d'employés. Ça fait une petite différence ou ça peut faire une grosse différence? Bien, ça fait une grosse différence parce que souvent, les employés, ils ont leur clientèle régulière. C'est le fun quand ça fait 4, 8 fois, tu sais, à chaque cycle de location, tu changes ton auto puis tu as toujours ton même contact. Ça vaut de l'or. C'est de plus en plus rare aussi. Oui. Oui. Est-ce que c'est un constat que vous faites au niveau dans les analyses, justement, la rétention, tu sais, mettons la moyenne d'âge de fidélité, des employés, c'est-tu quelque chose qui va en augmentant ou pas? Je pense que c'est le plus gros défi. C'est le plus gros défi parce que je remarque que les 2 plus grandes raisons que les propriétaires ont d'aller au marché, c'est soit le manque de relève ou soit le turnover des employés, le roulement d'employés. C'est un casse-tête pour les propriétaires quotidiennement. OK. Donc, plus la gestion, puis on le sait qu'il y en a, hein, je pense que tout le monde qui est à l'écoute le savent, la pénurie de personnel qualifié, dévoué, engagé, bon, avec d'autres qualités qu'on veut pour les embaucher, il y en a de moins en moins. Mais là, ça, je suis un peu surpris parce que j'aurais pensé des fois que les relations avec le manufacturier ou le côté financier, mais ça fait du sens. Si je suis un propriétaire, puis ça fait des années, je n'ai pas de relève, ça c'est un. Ouais. Mais ça fait des années que j'essaie de me bâtir une équipe, puis ça tourne, je ne suis jamais capable. C'est une des raisons. OK? Oui. Oui. Et il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de générations qui travaillent ensemble dans une concession. Puis des fois, c'est difficile de s'adapter. Tu sais, on a la vieille école que tu dors quasiment au dealer, puis tu as la nouvelle école qui veulent avoir un style de vie en dehors du travail. Puis tout ça, il faut que ça se marie ensemble pour répondre aux besoins des clients. Tu sais. Petit défi. Hein? Quelle réalité. La gestion des humains. Ouais. Parlant de relève, c'est une des choses qui t'inspire, t'en vois beaucoup. Je parlais, on a eu en janvier le premier sommet de la CCAM. On s'est vu là. J'ai eu le privilège d'animer un panel avec des 4e générations, 3 et 4e générations de repreneurs, donc de relève, des jeunes de notre âge, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Qu'est-ce qui t'inspire dans cette relève-là, dans les nouvelles générations que tu vois, les repreneurs? Bien, ça arrive que dans les évaluations que je fais, c'est aussi pour, des fois, c'est les enfants qui veulent reprendre la business des parents. Fait que quand j'analyse le nombre de plusieurs années, je vois quand les parents étaient en poste, puis après ça, je vois quand les enfants étaient en poste. Et dans plein de cas, j'ai vu la business exploser. Puis je me dis, hey, c'est les jeunes qui ont fait ça. Tu sais, fait qu'ils ont eu du lousse, puis ils ont mis leurs idées en place. Ils ont fait de nouvelles pratiques. Des fois, le père ou la mère a eu les cheveux qui se dressaient sur la tête. Puis finalement, la performance, sky's the limit. Moi, ça m'impressionne au bout. Des belles histoires. J'ai le privilège d'être témoin à l'occasion de ça, mais tu vois, tu me fais penser, parce que c'est un des services, puis je n'aurais pas pensé, mais si j'ai la relève, faut que je fasse la transition, la passation. On va me prendre l'accompagnement pour faire ça. Fait que ça, c'est une des... sais-tu, parce que tu as des ventes, tu as des business, tu as des acquisitions, des consolidations. Quand c'est de la passation, c'est complètement différent. La transaction, l'analyse ou l'évaluation? Non, parce qu'une évaluation, ça reste la même. C'est l'historique de l'entreprise. On prend tout ce qui a été fait dans les 5-6 dernières années, puis on établit une valeur. C'est plutôt quand on va au marché, là, on regarde ce que le marché va dicter vraiment le prix, mais la valeur de l'entreprise, ça reste ce que c'est. Il faut y mettre une valeur pour que les enfants puissent racheter.
Les banques le demandent aussi souvent, notre expertise. C'est ce que j'allais dire, parce que le père a beau dire « Je vais te vendre ça pour $1, mais si je suis vraiment gentil, mais un petit peu plus complexe que ça. Oui. Pourquoi je demanderais une évaluation? Tu sais, dans toutes les possibilités, c'est quoi la raison principale que tu vois? Pourquoi tu te fais demander des évaluations? Bien, il y en a vraiment plusieurs différentes, que ce soit pour mettre une valeur pour la relève, que ce soit pour de l'aide, pour restructurer, pour voir où sont les faiblesses, parce que nous, les indicateurs de performance, on les voit dans toutes les concessions, dans tout le marché, on en voit tellement dans tout le Canada et États-Unis qu'on est capable d'aider ou de dire hey, va travailler là, là, là. Ça peut être une mise en marché, ça peut être pour le financement. La banque, des fois, nous le demande, notre expertise. On travaille beaucoup avec les banques. Fait qu'il y a plein de raisons différentes. Toi, cette partie-là de, juste pour, sans vouloir aller sur le marché ou vendre, mais de avoir un portrait, des fois un peu moins émotionnel ou plus indépendant, mais un portrait plus réaliste de mes opérations. Donc, si je comprends, ça pourrait m'aider dans la compréhension de mes opérations en me faisant vous. Parce qu'il y a des concessions, des fois, ils sont 30, 40 employés, ils ne sont pas 500, ils n'ont pas 22 personnes en comptabilité ou aux finances. Tu vois, ça, c'est un des points que je n'aurais pas pensé. Mais ça doit être extrêmement pertinent d'avoir de l'aide quasiment ou de l'accompagnement dans. Oui. Je pense à un dealer en particulier, ça fait 7 ans qu'on met à jour à chaque année. Ça fait partie du service. On a fait la première évaluation. Après ça, à chaque année, on le met à jour. C'est à un certain moment donné, bon, mais l'année prochaine, je pourrais prendre ma retraite. Fait que, tu sais, il sait exactement où ce qui s'en va à travers les années. Comment la planification de toi. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas eu de dealer. Hein? Je n'ai pas cette connaissance-là, mais ça fait du sens de dire, OK, je vais me préparer justement. Je sais que dans 3 à 5 ans, je veux sortir, je veux vendre, je n'ai pas de relève. Je vais commencer à avoir une valeur. Est-ce que ça peut m'aider aussi dans la période de 5 ans à rétablir ou rectifier ou améliorer? Ça me permet ça aussi probablement quand j'ai cette évaluation-là? Oui, exactement. Exactement. C'est quoi dans les grosses surprises qu'un concessionnaire peut avoir eu ou de « Hey, je ne m'attendais pas à ça » ou « Je n'avais pas pensé à ça ». Y a-t-il des éléments qui reviennent à l'occasion dans les évaluations puis qui sont des éléments peut-être que le propriétaire n'avait pas initialement pensé? Bien, je pense que souvent, tu sais, on parle de goodwill puis on parle de valeur immobilière, mais il y a plein d'autres choses dans l'entreprise qui fait qu'on arrive à une valeur, parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est, on appelle ça le walk-away, mais on veut savoir avec combien le propriétaire sort à la fin de la transaction. Puis des fois, il n'a pas pensé à les véhicules usagés ne sont pas financés, il y a du cash dans le business, il y a de l'argent placé contre le floor plan. Fait qu'il y a beaucoup. Souvent, on fait l'évaluation, puis il dit, bah, finalement, on va peut-être aller au marché. Parce que je peux me retirer, j'en ai assez. Tu sais? Il n'avait peut-être pas prévu. Il pensait que justement, son walk-away, il disait ben, m'a breaké even quasiment, ou je vais attendre, ou c'est pas un bon timing. Oui. Ça doit aider aussi par rapport au cycle. Tu sais, je parle de timing, mais au cycle du manufacturier, de connaître où est-ce que je me situe dans le marché par rapport au cycle pour être dans le bon timing pour la vente. Fait que pas juste de faire l'évaluation, OK, hey, je veux vendre dans 30 jours. Go, on part le process. Oui, parce que c'est jamais 30 jours, ça. Ben, écoute, ça m'amène à ma question. Peux-tu m'amener, mettons, tu sais, un walkthrough, là, je ne veux pas rentrer dans les détails ultra techniques, mais je ne le sais pas, ce process-là. Si tu 20 jours, 10 jours, tu sais, d'après moi, c'est 60, 90 peut-être. Si je suis un concessionnaire, puis je t'engage, c'est un peu quoi les étapes? C'est quoi le process? Dans quoi je m'embarque? Ça prend combien de temps? Bien, il y a toute la période de récolter l'information puis de faire l'évaluation qui peut prendre, je dirais, mettons, 4 à 5 semaines au moins. Mais, tu sais, à partir du moment où on a une lettre d'entente exécutée, ça veut dire qu'on a été au marché, on a trouvé le vendeur, puis on s'est entendu sur une lettre signée des deux parties, ça prenait 6 mois au moins avant de closer. Maintenant, les statistiques, on est à 9-12 mois. Fait qu'il faut se prendre 2 ans d'avance quand on est prêt à aller au marché. C'est ça la réalité. Elle a augmenté. C'est très long, toutes les parties. Puis quand on me dit vite, on veut fermer ça le mois prochain, oubliez ça. C'est impossible.
Il y a Je ne prendrais pas le mandat, par exemple. Si Graciela, je t'appelle, je dis écoute, moi, vite, je veux, tu sais, comme je te mets 30 jours, book-moi ça, je veux sortir. Tu vas quasiment dire, je touche pas à ça. C'est impossible ou je ne ferais pas un bon travail, quoi. Ben, c'est ça, ma job de gérer les attentes. C'est de dire vraiment, ça se fait pas. Même si tu as ton acheteur, il y a des avocats qui sont mêlés à ça, il y a des comptables, il y a la structure financière. Les banques ont de ce que j'entends dernièrement, c'est entre 35 et 60 jours avant d'avoir la structure en place. Fait que juste là, c'est impossible. Il y a trop d'intervenants. Il faut vraiment donner l'heure juste. Puis je pense que c'est là qu'on performe puis qu'on excelle, c'est de faire nos suivis puis de donner l'heure juste puis de savoir comment. Ma job, c'est d'enligner tout le monde. La gestion des attentes, hein, je pense que tu le dis, ça revient à ça. Puis souvent, même quand je suis un concessionnaire avec les clients, ou peu importe à quel niveau, c'est très souvent dans la gestion des attentes. Fait que, première affaire, si je veux commencer à penser à, prends-toi d'avance. Parce que tu me dis ça peut être jusqu'à 9 à 12 mois. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on regarde un peu plus en profondeur? Est-ce que c'est parce qu'on a des meilleurs outils ou les acheteurs sont plus frileux ou c'est les banques? Qu'est-ce qui fait que le délai s'est rallongé comme ça? Bien, à mon humble avis, là, je n'ai pas le secret des dieux, mais le manque de main-d'œuvre est partout. Je l'ai vécu à la banque, je le vois dans les bureaux comptables. Il y a des manufacturiers qui manquent de staff pour justement évaluer les demandes, évaluer les nouveaux acheteurs. Tout le monde est un petit peu plus sélectif dans le choix des acheteurs potentiels. Fait que, il y a beaucoup plus de vérifications qui sont faites. Est-ce que la personne a des moyens derrière elle pour se revirer de base si, justement, ça ne va pas bien? On le sait, certaines marques sont un petit peu plus en difficulté. Fait que tout est analysé, tout est scruté. Puis, chaque personne a un gros mandat dans tout ça. Ouais. Avant d'aller à l'équipe puis l'ensemble, je veux continuer un peu mon walkthrough. Si je veux vendre un véhicule, pas un véhicule, pardon, mais tu vois le défaut. Je veux vendre ma concession, je fais affaire avec toi. La première étape, on va se rencontrer, gestion des attentes, tout ça. Après ça, c'est que tu embarques des joueurs, des intervenants pour commencer l'évaluation. On va dire ça vraiment la première étape. Oui, c'est notre force, dans le fond, c'est notre équipe. On a une super équipe de finance, de marketing à DSMA. Puis, un coup qu'on a toute l'information, j'ai vraiment plein de gens avec mon équipe qui vont travailler sur la première étape, c'est l'évaluation. Mais, tu sais, chaque évaluation est unique. Fait un coup que l'évaluation est prête, le brouillon, nous, on va se rencontrer puis on va jaser dans notre équipe à l'interne. Puis après ça, on va se rencontrer avec le client. On a-tu vraiment tout regardé? Il manque-tu quelque chose? Puis, fait que, tu sais, il y a tout ce processus-là. Puis après ça, c'est la mise en marché. Mais là, il faut établir les acheteurs potentiels. On les choisit ensemble. Qui on veut approcher. Maçon, parfait. J'arrive à la mise en marché. Là, mettons, choisir les acheteurs potentiels. Tu vois, tu me dis ça. Moi, j'aurais pensé, c'est comme, je veux juste vendre. Mais sans vendre, puis non? Non. Non, c'est vraiment, on les choisit ensemble. On fait vraiment la liste. Nous, on sait à peu près... on parle à tout le monde dans l'industrie, puis on sait qui a de l'intérêt. On ne veut pas, la confidentialité, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment super important. Fait qu'on ne veut pas pitcher des chiffres à gauche, excusez le mot, lancer des chiffres à gauche et à droite à n'importe qui. On veut des gens qu'on sait qui vont passer chez le manufacturier, qu'on sait qui ont les finances pour le faire. Le fit va être bon avec l'équipe, ça va être smooth. Donc, dans ton rôle, dans votre rôle, si tu m'accompagnes comme concessionnaire, c'est pas juste de trouver l'acheteur, faire la vente, c'est que tu vas même un peu comme si c'était pour recruter un employé. Oui. Tu vas préqualifier, pour que ce soit efficace, que ça vienne à une conclusion, pour pas qu'on perde de temps ou pour pas justement faire perdre le temps aux vendeurs. Je savais pas ça. Oui, puis j'entends souvent, hey, cette transaction-là a été faite, j'en ai jamais entendu parler. Je le sais, j'avais le droit d'approcher 3 personnes seulement. C'était l'entente avec mon vendeur. OK, donc, parce que justement, tu as le réseau des acheteurs, puis facile à mettre en contact, mais là, tu peux avoir, on va dire, n'importe quel chiffre, tu as 100 acheteurs. Ouais. Et là, ton vendeur, il dit, moi, j'ai ces 3 acheteurs-là, ces 3 types ou groupes, peu importe, qui m'intéressent, donc tu vas suivre. Fait que tu n'auras pas l'opportunité de le proposer aux autres. Non. Si jamais la transaction, elle ne se concluait pas, par exemple, là, probablement qu'il y aurait d'autres, mais fait que ça, c'est une des raisons pour laquelle aussi, parce que je l'entends, ça, c'est « Hey,
pourquoi tu me l'as pas dit? Parce Ouais. que t'es supposé d'être. Moi, je vais acheter, tu le sais, là. Ouais. Je t'ai en mode achat, moi. Puis là, tu viens de faire une transaction des dealers proches de chez nous. Je suis fâché, là. Oui, Ça doit arriver quasiment, hein? Ah oui, c'est arrivé. Tu sais, Hmm. c'est surtout en région où on n'a pas le droit d'approcher le monde autour. Mais les meilleurs acheteurs, c'est le monde autour. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Je le voulais, celui-là, mais je ne pouvais pas le dire. » Ouais. En fait, ça, c'est un bon point parce que si je suis en région, j'ai ma perception, je ne voudrais pas vendre au local, quand en réalité, ça va peut-être être celui justement qui va me donner la plus grande valeur parce qu'il est Oui. conscient de l'impact ou de la valeur que j'ai dans la communauté ou etc., ou ma réputation, mon brand, les employés ou peu importe. Il y a encore ce réflexe-là de ne pas vendre local. Oui. Juste par peur de partager les chiffres souvent ou par peur de perdre des employés. Tu sais, dans le processus. Le processus est long. Fait que là, tu as peur de perdre ton staff parce que, mettons, le staff, il dit « Ah, ben là, c'est insécure. Je suis insécure, je m'en vais. » Fait que c'est vraiment tout ce côté-là, ouais, qui... Et Colin! Hey, j'avais pas pensé à ça. Oui, fait que tu sais, c'est en région, tu sais, il me semble que je pense en Abitibi, il n'y a pas mieux que l'Abitibi pour acheter de l'Abitibi, tu sais. Mais avec ce que tu dis là, ça peut faire du sens de si je suis obligé de dévoiler. Parce que là, l'autre, il va juste vouloir venir regarder mes chiffres puis il n'achètera pas. Tu sais, c'est ça la crainte, je comprends. Oui, tout à fait. Moi, j'entendais dans le marché que vous avez la meilleure équipe des SMA. Tout le monde dit ça, mais ça a l'air qu'il y a des chiffres puis des faits pour le prouver, mais tu as de la compétition. Je ne connais pas tous les joueurs, mais pourquoi je ferais affaire avec toi versus un autre? Il y a toi, il y a Gracielle, ça c'est une chose, puis tu as l'équipe. Ouais. Peux-tu m'expliquer en deux parties? Puis là, c'est pas de te faire un pitch de vente, ou juste comprendre les différences de mécanique, parce que pour moi, c'est super important, comme même affaire à mon niveau que nous avec consultants, j'ai de la compétition, il y en a d'autres. J'ai une offre, j'ai une intention, je suis convaincu que j'ai la meilleure affaire, puis c'est souvent le cas. Mais des fois, c'est que c'est méconnu les raisons pour lesquelles. Mais dans ces deux affaires-là, c'est quoi qui ferait que ça a une différence d'aller avec toi? Ben, je dirais qu'au niveau de l'équipe, on a une équipe qui est vraiment solide, qui est là, qui est stable, qui est là depuis longtemps, qui connaît bien l'automobile, qui a toutes les qualifications. On a bien choisi chaque personne, mais aussi, on a fait au-dessus de 2000 évaluations à travers Canada, États-Unis. Fait qu'on connaît le marché. Vraiment, on en fait beaucoup. Des transactions, on doit être rendu au-dessus de 500 depuis l'ouverture de la compagnie. Fait que tout ça, ce bagage-là, ben, ça a une valeur incroyable. Puis, je remarque juste aussi sur le terrain, on avait Manon Messier qui était une ancienne de la banque, moi qui est une ancienne de la banque, François qui est ancien de Ford. Les connaissances, il n'y a pas de juniors dans notre industrie. Puis nos juniors au bureau qui commencent avec nous, ben, sont déjà bien encadrés par une équipe. Fait que c'est vraiment... je n'aurais pas été ailleurs. Ouais. C'est ça, le choix, mais ouais. La quantité d'experts dans chacun des domaines. J'ai eu le privilège d'avoir comme invité au podcast deux de tes collègues. Puis de ce que j'ai cru comprendre aussi, qui, je pense, est un de vos avantages, puis tu me corrigeras si je me trompe. Au-delà de la culture, j'y reviendrai, mais les données, justement, la quantité de données, d'informations. Là, c'était le plus outillé pour avoir la meilleure outil d'évaluation, parce que ça revient toujours à ça. C'est un peu ça qui est votre différenciateur, la somme de tous ces éléments-là, qui fait que c'est beaucoup plus précis, probablement. Donc, plus de chances de transaction. C'est un peu à ça que ça arrive au bout de la ligne. Oui, justement, ben, tu parles de ça, les données, parce qu'aujourd'hui, les données, c'est super important. On peut tellement lire une histoire à travers les données. Puis avec notre programme Cotus, Véronique en a parlé. Ce qui est le fun, c'est que là, je vois le côté avec des SMA, mais je l'utilisais dans le temps à la banque, d'un côté bancaire, puis je m'en servais pour justement toute l'information pour bien placer, bien structurer mes dossiers de crédit. Fait que là, je le vois vraiment, j'ai besoin de savoir, bon, les Ford, ces temps-ci, ça se vend à combien,
on a vraiment beaucoup de données qui nous aident justement à bien faire notre travail. Puis ce système-là, ben, il évolue tout le temps. La bête se nourrit. Oui, vraiment. C'était un bel outil qu'on a eu pour nous au départ. Puis après ça, ben, on l'a lancé dans le marché. Puis ça, souvent, c'est de ce que j'entends, puis quand je parle avec des concessionnaires, c'est souvent des différences de la perception du rôle que tu as à jouer. Je ne suis pas un courtier immobilier. Souvent, on pense que c'est à peu près la même affaire comme un courtier immobilier. J'ai des amis qui sont courtiers immobiliers. Bon, je vais te laisser répondre en quoi c'est différent, mais moi, déjà, de ce que je comprends, l'évaluation qui est la partie la plus importante, les courtiers vont avoir, bon, voici de l'historique, c'est à peu près comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile d'évaluer un domicile parce qu'il y a 150 fois moins de variables. Fait que, si je te dis, tu es comme un courtier immobilier, tu me réponds quoi à ça? Écoute, c'est pas ça, pas en tout. Oui, je suis obligée de dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est là qu'on dit qu'on est un partenaire dans le processus, dans tous les processus de transactionnels. On est là, on est tout sauf un courtier. On est le psychologue, on est l'entremetteur, on est l'évaluateur, on est celui qui fait pousser tous les intervenants. On est là du début à la fin. Puis, tu sais, des fois, là, on travaille une bonne année et demie sans être payé parce que nous, c'est juste à la fin. Fait que, tu sais, on est là puis on donne notre 100% parce qu'on est avec notre client. Puis, tu as tout intérêt à ce que ça fonctionne dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Oui, on vit tout. Quand ça tombe à l'eau, ben nous autres aussi, on est déçus puis on est émotionnellement impliqués avec nos clients. Ça doit être là. Tu sais, quand tu dis ça tombe à l'eau, tu dois le voir comme ça, dire timing, opportunité, ce n'est qu'une autre fois, ou etc. Dans le sens que tu as établi les relations, les contacts, les gens avec soit les acheteurs ou les vendeurs. Fait que ça se pourrait qu'une transaction, elle ne se conclue pas là. Oui. Mais ce n'est pas un échec en soi. Au contraire, on a eu un gain de clients, de relations, parce que ça ne doit pas être toujours du premier coup. Non. Non, malheureusement, non. Notre travail, c'est des montagnes russes au quotidien. Les montagnes russes, j'aime bien ça, parce qu'il y a bien des défis. Hein, moi, il y en a un que je veux te poser. Je le vis depuis 9 ans, nous, avec consultants. Tu sais, quand il faut que tu parles au propriétaire, tu vas aller dans un concessionnaire. C'est facile pour toi de parler avec les décideurs ou, un peu comme l'ensemble de l'industrie, c'est un défi en soi? C'est un énorme défi. Et ceux qui me connaissent, ça va. Ils savent qui je suis, puis ça va bien. Ça va, ils refusent, puis ils veulent pas que je vienne. Fait que les autres, ça va bien. J'en ai qui n'ont pas envie de me parler, puis c'est correct, mais c'est assez rare. Mais il y en a là, que j'ai parlé récemment. Ça faisait 15 ans que j'essayais d'avoir un appel avec eux. Ouais. Puis, j'ai réussi l'appel parce que je connais telle personne. Puis c'est là que le réseau prend toute son importance parce que j'ai des amis dans l'industrie qui ne sont pas à vendre, qui ne seront pas à vendre avant très longtemps, mais ils m'aident toujours dans présenter quelqu'un. Gracielle, viens ici, appelle telle personne, dis que tu es mon ami. Puis, tu sais, c'est comme ça que je réussis, mais c'est encore super difficile parce que la première chose qu'on me dit, je peux en vendre. Mais c'est pas ça. Je voulais juste savoir comment ça va le dealer, c'est quoi vos défis. Moi, je suis là pour jaser. Mais tu sais, je fais l'avocat du diable. Je me remets dans ma chaise quand j'étais VPDG dans le dealer. J'ai 29 appels et courriels par semaine de peddlers comme toi puis moi. Toute la grappe, l'industrie, puis peu importe, du push-push, du sans-bon, des logiciels, du côté, peu importe ce qu'on a à vendre, il y a une sursollicitation. Oui. Il y a eu une écœurantite aiguë. Oui. Puis, tu sais, je te partage un de mes secrets que je ne suis pas fier, mais quand j'avais des sollicitations comme ça, à un moment donné, dans un certain groupe, je m'occupais du marketing pour l'ensemble du groupe. Fait que là, je peux te dire que le téléphone, il sonnait. Tout le monde voulait m'offrir des affaires. Fait que là, quand j'avais un téléphone, je laissais un message vocal. Après 5, je le rappelais. Celui qui faisait, tu sais, c'est niaiseux, là, mais je filtrais comme ça parce qu'il essayait une fois ou deux, il filtrait. Puis fait que, tu sais, je le comprends, puis c'est ça qui est le défi. Puis, je peux pas vendre. Tu sais, c'est comme, hey, j'ai pas besoin de tes services. Ouais.
Ouais, mais je veux juste qu'on. Non, hey, j'ai pas de temps à perdre. Puis c'est ça qui est dur. Ils ont tellement 10 millions d'affaires à faire, de dossiers à gérer, personnels et autres. Ils sont convaincus que c'est une perte de temps. C'est tant que dire, regarde, prends 2 minutes, fais un appel ou une rencontre rapide, juste contact, c'est de quoi. On ne prend pas le temps de faire ça. On va le faire dans des événements, mais quand on est en concession, c'est pratiquement impossible. Si tu ne connais pas la personne ou tu n'es pas référé, c'est extrêmement difficile. Oui. Puis dans mon cas, c'est que quand je viens voir les gens en concession, là, moi, j'ai rien à vendre. Je veux juste te connaître. Fait que quand j'ai une opportunité, je ne veux pas t'oublier si tu es en mode acquisition. Quand tu seras à vendre, ben, je veux que tu m'aies déjà vu parce que sinon, tu ne penseras jamais à moi. La journée que tu as besoin d'avoir un DG parce que ton DG est parti, ben, je parle à plein de DG qui cherchent des nouvelles places. Fait que moi, je me dis, utilisez-moi, mon réseau. Vous avez besoin de quelque chose, vous cherchez de l'information sur une personne, vous voulez l'engager. J'ai déjà parlé. Je suis vraiment là pour aider. Puis un jour, peut-être qu'on va faire affaire ensemble. Puis sinon, ben, je vais avoir partagé un super bon moment. C'est tout. Sinon, c'est le fun de notre industrie, c'est le réseautage, c'est le grand monde, petit monde, mais y a-tu un défi ou une opportunité, mais y a-tu un défi ou une opportunité que tu ne t'attendais pas à avoir? Tu sais, quand tu as plongé dans le monde des fusions et acquisitions, avais-tu comme une perception ou des grandes surprises? Ma plus grande surprise, mon plus gros défi, je dirais, c'est les manufacturiers. On ne travaille pas assez en collaboration. Ah. Ça, là, je pensais pas. Des fois, je pense que j'ai des super bons acheteurs, puis là, le manufacturier dit non, on n'en veut pas. Oui, mais si on travaillait plus ensemble, on mettrait les bons gens aux bons endroits. Tu sais, on n'a pas assez de conversation. On dirait que tout est. Faut pas le dire. Puis moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je vais prendre la balle au bon. Puis ouais. Moi, je me permets de le dire, mais je suis 100% d'accord. Puis c'est malheureux parce qu'à plusieurs égards, il y a moins de collaboration. Ouais. Il y a moins de partage, il y a moins de communication avec les manufacturiers. Oui. Moi, je le vis. On va faire 9 ans. Que ce soit avec les concessionnaires, ça va bien, c'est une chose. Que ce soit avec les partenaires, les fournisseurs, on a une Christie de belle grappe de fournisseurs. Puis, tu sais, là, des peddlers, comme j'aime nous appeler affectueusement, là, tu sais, au Québec, là, pour faire affaire au Québec, tu sais, il n'y a pas trop de schnout dans notre écosystème. Quand tu vas dans des événements, tous ces partenaires-là sont impliqués, ils collaborent, ils sont là pour l'industrie. Puis pas juste pour leur gain. Puis oui, on vit tout, on fait vivre nos familles avec cette industrie-là, mais ils sont là pour l'industrie. Les corporations sont très présentes. Oui. Les manufacturiers sont presque toujours absents. Oui. Tu peux les inviter dans des sommets, dans des galas, dans des événements. Je les invite à mes podcasts. Jamais, je pense que je vais avoir quelqu'un qui vient. Bon, je comprends qu'il y a des choses que. Mais Colin, qu'il y a un gros manque là. Puis, tu sais, moi, je m'adresse à vous, les humains comme nous, là, qui travaillez chez le manufacturier. Puis, il y en a des fois, ils ont travaillé dans les concessionnaires, dans les fournisseurs. Puis, tu sais, je le sais qu'il y a la politique en haut, mais ça prend plus de collaboration, ça prend plus de communication. Tout le monde a tout à gagner. Absolument. Absolument. Puis, je t'amène d'un point là-dessus. Ceux qui collaborent bien avec nous, c'est toujours le fun parce qu'on a aussi le service de faire des portfolios pour un nouvel acheteur qui n'a jamais eu de concession. Fait que, tu sais, ça, on est capable de vraiment présenter à certains manufacturiers. On le fait pour certaines marques. Puis, vraiment, les manufacturiers qui collaborent avec nous ont vraiment aimé ça parce qu'on présente l'acheteur avec vraiment beaucoup d'informations, un beau portfolio. Pourquoi tu ne veux pas collaborer, puis peu importe la compagnie, mais pourquoi tu ne voudrais pas collaborer avec un partenaire comme ça qui va avoir une valeur ajoutée à toi comme manufacturier parce que tu vas éviter des risques, là? Absolument. Est-ce que c'est parce qu'ils font, eux, leur due diligence pour dire oui, je te donne la franchise ou pas, puis ils se fient là-dessus ou. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont peur de perdre le contrôle de qui seront les prochains propriétaires. Mais si on travaillait ensemble, on choisirait un peu mieux, tu sais, qui est le bon fit pour la marque. Tu sais, Oui, puis tu sais, c'est à la limite, il y a un manufacturier qui dit écoute, nous autres, dans nos
contrat de franchise, bien, priorité, on veut revendre à ceux du réseau, peu importe. Puis Oui. peu importe leur politique ou leur pratique, mais là, tu dis, hey, je deviens ton collaborateur. Là. C'est un peu la même affaire que moi. C'est comme, je suis là pour aider tout le monde. On est là pour aider, pour parti pris, puis d'essayer de faire le pont, de réunir. Tu sais, c'est un peu ça entre deux fins de mois. Ouais. J'invite des manufacturiers depuis toujours. Il n'y a personne qui va prendre le risque. J'en ai quelques-uns qui commencent à collaborer, à avoir une oreille. Puis là, ils en tirent profit. Puis tu sais, tu as du feedback du plancher, tu as une autre réalité aussi. Je ne comprends pas cette séparation-là de presque tous les manufacturiers. C'est dommage, ça. C'est très, très, très dommage. Tu sais, puis on parle des événements comme les sommets ou les autres. Vivement, là. Ben, De faire partie de la solution puis de la conversation, là. Oui. Tu sais, il me semble que c'est un joueur tellement important. Sais-tu quoi? Je fais une prédiction, là, un Nostradadum, là, mais il y a peut-être que tout ce qui s'en vient avec les véhicules chinois. Donc, peut-être ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure collaboration, une meilleure cohésion dans notre écosystème, mettons, de distributeurs canadiens. Il y a peut-être une espèce d'entre guillemets menace extérieure où que là, on va collaborer, travailler plus ensemble. Mais c'est malheureusement pas le cas. Ils ont chacun leur culture, ils ont chacun leur façon de faire, puis ils ne mélangent pas. Culture, hein, je veux avant de terminer, je vais aborder un petit sujet avec toi qui est Disney. Oui. On l'a, j'aime ta réaction déjà, parce que moi, ça m'interpelle. Bon, Disney, les affaires, mais j'ai eu le privilège d'avoir les formations de Disney. Je ne veux pas dire début 2000, là, mais je crois que ça fait très longtemps. C'est quoi pour toi Disney? Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'au-delà de les voyages, c'est quoi fondamentalement qui, dans l'entreprise ou la culture ou les gens, je ne sais pas quoi, qui t'interpelle chez Disney? Ben, j'ai aussi suivi les formations, là, comme tu peux voir en arrière, j'ai tous mes diplômes. C'est le modèle d'affaires. Moi, bien au-delà des parcs, des dessins animés, de tout ça, c'est vraiment le modèle d'affaires. Tout ce qui sort sur Disney, je le lis. Toutes les news, je suis vraiment ça parce que je trouve que leur modèle d'affaires est pourtant très simple, devrait être appliqué dans différentes industries. Tu sais, si c'était aussi le fun de rentrer chez un concessionnaire automobile parce qu'on fait un achat vraiment, vraiment important que de rentrer dans le monde Disney, dans la bulle Disney, les clients, ils seraient « wow ». Tu sais, il me semble c'est... Ils changeraient d'auto à toutes les années. Non, oui, quasiment. Tu sais, c'est tellement... l'expérience client. Puis de nos jours, le service à la clientèle est très déficient. On le vit tous chez toutes sortes de compagnies différentes. À Disney, c'est toujours un service VIP. C'est ça qui me fascine. Tu vois moins l'impact parce qu'ils ont sûrement les mêmes défis de recrutement ou autre, mais tu vois beaucoup moins l'impact dans ce type d'entreprise-là parce que la base ou la culture ou l'engagement des employés, quoi qui fait la différence? Oui, c'est vraiment la culture est très, très, très ancrée chez les gens. Ce que Walt a mis en place a été vraiment partagé à travers les années et tous les employés. Puis le fait aussi que ça fait longtemps qu'ils sont multiculturels, ça fait longtemps qu'ils engagent des personnes à mobilité plus réduite, puis pourtant, ils font super bel job, là. Fait que, ils ont vraiment une... C'est pas une affaire de marketing qu'ils vont brander, ça fait juste partie de leur réalité d'inclure. N'importe qui peut travailler à Disney qui a un beau sens humain, là. Ça fait... c'est vraiment... Le côté magique, on le perd en vieillissant, puis on devrait pourtant le garder tout le temps. Ouais. Mais j'aime bien parce que c'était un peu la formation que j'avais eue avec un des manufacturiers, Toyota, pour ne pas le nommer à l'époque, qui était justement de, tu sais, pourquoi c'est pas l'endroit le plus agréable? Pourquoi qu'on ne peut pas amener le plaisir ou l'agrément dans le processus d'un magasinage? Puis depuis déjà 20 ans, on en parlait. Oui. J'ai vécu Accès Toyota, qui est arrivé aussi qui était complètement différent, puis qui, pour moi, était une belle solution. Puis ça, je le dis, si tous les manufacturiers, je vais faire un statement, là, la journée que l'ensemble des manufacturiers vont ramener des prix sans négociation, des prix de vente, un processus transparent, on se battra pour notre échange, il restera l'échange, mais que le prix la journée, ça va être un peu comme on avait avec Accès Toyota,
on va pouvoir remettre le plaisir, la confiance puis l'agrément avec les clients dans l'expérience. Oui. C'est ça le gros défi. On jase avec les concessionnaires. Les autres, ils veulent faire vivre l'expérience Disney à leurs clients. Oui. Mais ils n'ont pas tous les outils parfois. Non. Puis, tu sais, il y avait une étude qui était sortie, je ne me souviens plus en quelle année, mais ça m'avait vraiment marqué. Il disait que les gens préfèrent de loin avoir une chirurgie chez le dentiste vraiment importante que de magasiner une voiture. Puis, je me disais, oh my God, magasiner une voiture, c'est supposé être tellement le fun! Tu sais, c'est un gros achat, tu sais, on trippe. En tout cas, moi, personnellement, j'aime ça. Tu as du plaisir à le faire. Ben, je viens de changer de véhicule. Je suis là-dedans depuis 25 ans. Puis je vais te dire, pas que j'ai pas eu de plaisir. Mais là, tu sais, je suis en train de regarder les chiffres. Je suis en train de regarder. Puis là, je pose des questions. Puis, Colin, c'est pas simple. C'est pas à la Disney, justement. Non. Effectivement, c'est pas facile. Gracielle, moi, je veux te remercier. Merci, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Qu'on échange, mais de me faire découvrir un peu plus une partie que je connaissais un peu moins du travail, puis peut-être des opportunités, puis de ce monde-là. Il y a beaucoup de changements. Il va en avoir de plus en plus. Fait que j'ai l'impression que vous allez être encore plus une nécessité. Il y a de la consolidation. J'ai l'impression que ça aussi, ça va se poursuivre. On ne chômera pas pour les prochaines années. De toute façon, on embarque dans cette industrie-là, puis comme on a dit, on ne pense pas à la retraite. On veut faire encore bien des années, puis c'est tellement agréable avec les relations humaines. Oui. L'ikigai est un peu facile dans ce temps-là. Ouais, je vais te laisser le mot de la fin. Je sais qu'on peut te contacter sur LinkedIn ou sur le site de DSMA. Un petit mot de la fin ou une petite pensée. Je dirais, n'hésitez pas à m'appeler. J'aime ça parler au monde, j'aime ça partager, j'aime ça discuter, apprendre à connaître les gens. Puis je me suis fait des super bons amis à travers les années. Puis c'est ça notre petit monde, l'industrie d'automobile. On aime ça, on en mange, on vit de ça. Ouais. Tout à fait. Puis là, on fait l'enregistrement. On est un peu avant le salon de l'Auto de Québec et les galas et tout ça. Fait qu'on va sûrement se recroiser justement dans ces événements-là. Oui. On est impliqué, on collabore, on profite de toutes les opportunités de réseautage. Toujours le fun. Toujours agréable. 100% d'accord. Gracielle, merci encore une fois infiniment d'avoir été mon invité, de partager un peu plus ta réalité chez DSMA avec l'ensemble de tes passions, surtout l'être humain. Merci de ta visite. Puis je vous remercie, toi, qui est à l'écoute, en audio, en vidéo, dans ta voiture ou sur YouTube. Merci d'être à l'écoute du podcast En deux fins de mois. Continue de partager les contenus, les pages, les posts, les questions que vous nous posez aussi en privé. On répond à tout le monde. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine épisode. Considérez-vous comme salué. Faut savoir agir entre deux fins de mois.